les interventions de RRI en République démocratique du Congo? L'initiative de droits et ressources RRI intervient en République démocratique du Congo en appui des efforts de communautés de la société civile pour la promotion et la protection de droits des communautés autochtones et locales sur leurs terres traditionnelles. Nous intervenons pour essayer d'influencer, par exemple, la réforme foncière qui est en cours, mais aussi il y a les processus des réformes de l'aménagement du territoire, la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la foresterie communautaire, et nous appuyons aussi le processus d'adoption de la loi portant principes fondamentaux pour la promotion et la protection des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo. Tout ça, ce sont des opportunités, des stratégies qui sont appuyées par la coalition RRI actuellement en République démocratique du Congo pour faire avancer la question de droits coutumiers des communautés autochtones et des communautés locales. Alors, M. Patrick Kipal, c'est une façon pour nous de vous accueillir dans ce magazine Écran Vert que vous avez toujours accompagné. Je rappelle que vous êtes directeur Afrique de l'initiative Ressources. Initiative de droits et ressources. L'initiative de droits et ressources RRI. Exactement. Alors, pourquoi est-ce que vous mettez un focus sur le foncier? Merci beaucoup parce que c'est la mission de la coalition, assister les communautés pour la sécurisation de leurs droits fonciers, parce que nous sommes de ceux qui pensent et qui croient que le droit à la terre fait partie des droits humains. Et nous comprenons que dans beaucoup de nos territoires, les terres ont appartenu à nos communautés ancestrales depuis des années, depuis des millénaires, mais après la période coloniale, avec l'arrivée de la colonisation, les communautés ont été dépossédées de leurs terres et les législations qui ont suivi après la colonisation ont été teintées des pensées coloniales et ont continué à continuer ce processus de pouvoir arracher les terres des communautés. Nous sommes en train d'appuyer les efforts des communautés pour récupérer leurs droits parce que leur style est lié à la terre, leur vie, leur développement, leurs droits humains sont liés à la possession, au contrôle et à la gouvernance foncière. Et il est très, très important que les communautés récupèrent leurs droits, sécurisent leurs droits, parce que cela contribue à la lutte contre la pauvreté, cela contribue à la lutte contre les changements climatiques et cela contribue même au mouvement, aux objectifs de développement durable. Mais nous savons que c'est quand même un secteur qui présente pas mal de défis. En République démocratique du Congo, on nous parle de 60 à 90% des conflits dans les tribunaux qui sont d'ordre foncier. Comment pensez-vous accompagner ces communautés dans ce sens? Avec quelle stratégie? Justement, ce n'est pas seulement nous qui voyons ça, même les gouvernements sont aussi conscients des défis par rapport à la gouvernance foncière. La République démocratique du Congo a pris une décision courageuse de pouvoir lancer les pays dans un processus de réforme foncière avec un des objectifs exactement de pouvoir réduire les conflits. Nous avons une nouvelle politique foncière qui a été adoptée l'année passée, en novembre, qui reconnaît et protège le droit des communautés autochtones et locales sur leurs terres traditionnelles. Et cette politique sera suivie par la mise en place d'une nouvelle loi qui va garder cet esprit et qui permettra au fait de pouvoir réduire les conflits par la reconnaissance. Parce que nous avons un problème au Congo, surtout des superpositions de droits sur les mêmes espaces de terre. Vous allez voir une portion de terre qui a la forêt, qui a les mines, qui a les hydrocarbures, qui appartient aux communautés, qui a été allouée à l'exploitation des hydrocarbures, à l'exploitation minière, à l'exploitation forestière. Donc il y a beaucoup de droits qui se superposent et c'est ça qui fait l'objet des conflits. Alors il faut que le droit puisse être clarifié et que les affectations des espaces puissent être faites basées sur le droit. Et cela contribuerait énormément à réduire ces conflits. Alors, il est vrai que nous parlons du foncier, nous parlons parce que nous attendons aux résultats. Et pour avoir des résultats, il faudra quand même aussi parler des interventions. Est-ce que les interventions seront identiques? Parce que vous parlez du foncier, vous parlez aussi de la conservation. Nous savons que la conservation dépend aussi du foncier parce que pour conserver, vous devez avoir une propriété des terres. Comment comptez-vous travailler sur le terrain?
Exactement. Les fonciers est la base. Parce que lorsque nous parlons de conservation, nous parlons des espaces végétaux, nous parlons des espèces végétales, des espèces animales aussi. Mais les forêts, où sont-elles? Les forêts sont sur la terre. Et les recherches ont prouvé aujourd'hui, à travers le monde entier, que partout où nous trouvons encore les forêts tropicales debout, sont dans des territoires qui appartiennent aux communautés. Et les communautés font de la conservation la meilleure que les gouvernements ou les ONG. Ça, c'est prouvé par des recherches. Et même les zones les plus riches en biodiversité aujourd'hui sont des zones qui se trouvent sur les terres des communautés locales. Alors, le RRI vient de publier récemment une étude qui a démontré que l'approche la meilleure aujourd'hui pour pouvoir faire avancer les objectifs de la conservation, c'est une approche basée sur le droit. Vous savez qu'après l'accord de Paris, la communauté internationale a pris la décision ou la résolution de pouvoir mettre au moins 30% des espaces du monde sous protection, sous régime de protection d'ici 2030. Et comment pensez-vous qu'un tel objectif peut être atteint si les terres des communautés ne sont pas sécurisées? Je vous donnerai un cas pratique. En République démocratique du Congo, environ 13% du territoire national est érigé en aires protégées. Les parcs nationaux, les réserves naturelles et tout ça. Et regardez vous-même les conflits qui sont autour de nos aires protégées. Et le gouvernement de la RDC a pris la décision de pouvoir faire augmenter les espaces sous conservation de 13% du territoire national à 30% du territoire national d'ici 2030. Ça veut dire plus de conflits si la conservation continue à être faite de l'ancienne manière. Alors l'approche aujourd'hui, c'est de pouvoir reconnaître le droit des communautés sous leur terre traditionnelle et les assister avec les moyens nécessaires pour pouvoir faire de la conservation communautaire. Nous savons, et il est prouvé par des recherches, que les communautés ont des pratiques et des connaissances traditionnelles qui leur permettent de conserver mieux que les ONG et que le gouvernement. Aujourd'hui, par les récentes recherches des RRI, il est prouvé qu'environ 6 millions de Congolais vivent dans des zones des aires protégées. Et d'ici 2030, ce nombre va augmenter à environ 30 millions de Congolais qui vivront autour des aires protégées. Alors si les droits fonciers de ces communautés ne sont pas reconnus, sécurisés, clarifiés, nous avançons tout droit vers une intensification des conflits, ce qui ne serait pas bon ni pour les pays, ni pour le développement, ni pour la paix. On va prendre l'éco-découverte, on se retrouve juste après. Éco-découverte. Le développement durable dépend de la protection de l'environnement au maintien des forêts de la République démocratique du Congo pour contrer le réchauffement climatique planétaire et la biodiversité. Et c'est en vue de former et sensibiliser toutes les couches de la population à l'entretien et l'aménagement des forêts à mangroves. Avec l'appui des Rainforest Fund et plusieurs centres dans la province du Congo central, précisément à Mwanda, au village Boulambemba et à Banana, les experts expliquent les rôles que joue la mangrove. C'est une forêt qui vit au milieu de l'eau douce et l'eau salée, et c'est une forêt qui nous donne l'oxygène, parce que c'est une forêt naturelle, et cette forêt, c'est les frayeurs, les maternités de poissons. Alors, donc c'est l'amortisseur. S'il n'y a pas cette forêt, l'océan peut aller jusqu'à Boma. S'il vous plaît, c'est la seule forêt qui nous donne le temps de respirer, et c'est la seule forêt qui nous donne à manger, et c'est la seule forêt qui garde l'équilibre de Mwanda. L'État, s'il veut réellement protéger les parcs marins, les mangroves, doit donner des alternatives à la communauté, l'électricité. Parce qu'avec l'électricité, il peut préparer avec des réchauds électriques pour réduire l'air pression sur la mangrove. Makaka betu na kuyunduka na bao mbiji fandaka ya mingi. Mebubu yai bitu fana monaka ba mbiji tamatama ba buletu ba masolo ba poisson si ba dinosaure ba mbiji mingi. Mebubu ya mwabitu bora daka yao ikele. Ale tangu ngeme kwenda na maza ngebaka mbiji ve. Kukuja la ngenini susike fwa nge kota nge kwenda batre mangrove nge salama makala.
C'est pour cela que nous avons betu meka tete ko yonzo la mbizi betu mosi. Keme ko na mazange baka mbizi ve, olenge ko na zenga ba mangrove ngesala makala, ngeme ko na baka mbizi na kati ya propre liziba ya ngemosi. Signalons que les constats de la coupe des mangroves menacent à l'écosystème. Et c'est quoi les résultats de leur gestion de ressources naturelles? À qui ça profite? La gestion de ressources naturelles, mais lorsque la gestion est durable, elle profite aux communautés, au pays tout entier et à l'humanité tout entière. Aujourd'hui, les forêts du bassin du Congo sont un élément important dans la lutte contre les changements climatiques. Et la République démocratique du Congo, en tant que nation, nous avons une responsabilité historique dans le rôle que nous devons jouer pour pouvoir permettre à l'humanité à faire d'une façon efficace la lutte contre les changements climatiques. Donc nous devons prendre nos responsabilités en main et agir en responsable. Aujourd'hui, il est prouvé que lorsque le droit des communautés autochtones et locales sont sécurisés sur leurs terres, sur ces territoires-là, la déforestation, le taux de déforestation est moindre, le taux de biodiversité est élevé, le taux de captage de carbone de l'atmosphère est encore plus élevé et la sécurité est meilleure. Alors pourquoi ne pas reconnaître le droit des communautés afin de pouvoir permettre les pays à atteindre ces objectifs de développement, de conservation, mais aussi à pouvoir répondre à ces engagements internationaux sur la matière du climat. Alors vous l'avez dit, le bassin du Congo est considéré comme étant le dernier rempart aujourd'hui, mais si on parle des interventions, encore des financements provenant par exemple de RRI, on voit que c'est disproportionné par rapport au bassin de l'Amazonie. Par quoi ça se justifie? Bon, je ne donnerai pas vraiment, je n'ai pas de réponse précise à cette question parce que les fonds que nous utilisons dans notre travail sont des fonds qui viennent de différents bailleurs et ce sont les bailleurs qui prennent ces décisions-là quant à combien de moyens ils veulent donner à quel acteur dans telle région. Dans quelle région, nous n'avons pas vraiment beaucoup d'influence sur cela, mais nous sommes en train de militer pour une modification de l'architecture des financements internationaux dans le domaine des climats afin de pouvoir nous assurer que les fonds qui sont débloqués au niveau global pour la lutte contre les changements climatiques, que ces fonds-là soient capables d'atteindre les communautés qui sont à la base et qui peuvent agir au niveau local pour des intérêts qui sont globaux. Que dans la cartographie des terres, des populations autochtones pygmées et des communautés locales aujourd'hui sécurisées? Nous avons des statistiques parce que vous savez, la coalition RRI fait beaucoup de collectes de données qui nous amènent à produire beaucoup d'analyses qui informent les preneurs de décisions sur les décisions et les communautés sur le plaidoyer à faire. Aujourd'hui, par exemple, en République démocratique du Congo, les communautés autochtones et locales réclament les droits sur près de 90% des terres congolaises, mais leurs droits ne sont reconnus que sur environ à peu près 10% du territoire national. Nous pensons qu'avec la réforme foncière en cours, la réforme de l'aménagement du territoire, mais aussi les discussions sur la nouvelle loi sur la protection des droits des peuples autochtones à travers les pays, que ces dynamiques, ces statistiques pourront changer dans le sens de l'amélioration des espaces des terres et des forêts sous gestion et contrôle des communautés. Sous gestion et contrôle des communautés, je reviens aussi sur le lancement de ce partenariat pour le peuple, la nature et le climat qui vise à accroître la reconnaissance des droits fonciers des populations autochtones pygmées, des communautés locales et de peuples d'ascendance africaine et de femmes au sein de ces différentes communautés. Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est un partenariat, un nouveau projet, un partenariat entre la coalition RRI, l'Alliance globale pour les communautés territoriales et une ONG américaine qui s'appelle Campagne pour la nature, un partenariat pour appuyer les efforts locaux, les actions au niveau local pour la sécurisation de droits coutumiers fonciers des communautés dans l'objectif de pouvoir soutenir les efforts pour la lutte contre les changements climatiques, c'est-à-dire atteindre les objectifs de l'accord de Paris, améliorer la conservation par l'action des communautés, mais aussi contribuer à l'amélioration des moyens de subsistance des communautés et au changement de la structure, de l'architecture des financements mondial des efforts locaux pour la lutte contre les changements climatiques. Place à l'éco-créativité.
Éco-créativité. À chaque problème, une solution. À l'insalubrité de la ville de Kinshasa, une poubelle intelligente. Face à près de 10 millions de tonnes de déchets que produit la capitale le jour, un trio de jeunes étudiants opte pour une poubelle intelligente. Ensemble, cette équipe de jeunes chercheurs congolais dit apporter une réponse dans la gestion durable des déchets. Constituée d'un fût recyclé, peint en verre avec une lampe témoin, cette conception écologique Made in DRC est structurée en 2 parties, mécanique et digitale pour son bon fonctionnement. Il faut qu'une personne s'approche d'elle dans une distance de 10 cm à une poche donnée, la poche qui correspond à son déchet. Il y a 2 poches, recyclables et non recyclables. Une fois que la personne s'approche à la poche voulue par rapport à son déchet, la poche va s'ouvrir automatiquement et la personne va devoir jeter le déchet à l'intérieur. Alors, si la personne, par contre, on ne connaît pas comment suivre la procédure pour jeter un déchet, la poubelle aussi parle. La poubelle parle pour expliquer comment est-ce que la personne doit jeter le déchet au sein de la poubelle. Alors, une fois que la poubelle est pleine, elle va bloquer la poche pleine, la poche en question, et renvoyer un message à notre serveur. Il va renvoyer un message en signalant l'identité de la poubelle, le lieu de la poubelle, et ainsi que d'autres données telles que le poids de la poubelle. Et il va représenter cela avec une graphique. Alors, partant de là, les autorités... La poubelle intelligente est alimentée par un panneau solaire pour assurer sa connexion 24 heures sur 24 heures à l'Internet et garder son autonomisation. Elle est connectée 24 heures sur 24. Elle est autonome aussi par rapport à son énergie. Donc, elle ne dépend pas d'une énergie quelconque. Elle est munie d'un panneau solaire et de batterie qui fait qu'elle est autonome elle-même. On a tracé un chemin vers l'IoT, donc plus technique encore. Alors, ce qui nous permet à chaque moment de ne pas avoir de perturbations et de donner des informations réelles. Donc à chaque fois qu'elle est pleine, elle va renvoyer les informations à la base et elle va signaler les autorités ou le gens compétent en la matière pour venir dégager ces déchets-là. Une autre astuce, c'est le recyclage qui se fait à l'intérieur selon les types de déchets. Grâce aux déchets récoltés, recyclables, on les transforme en engrais naturels, biologiques pour nos plantes et pour nos champs. Et les déchets non dégradables, comme les plastiques et tout, elles sont aussi transformées pour des objets de décoration, juste pour donner un coup de pouce à tout ce qui est transformation et tout. Partie des idées à un outil écologique utile pour la ville, cette poubelle intelligente est aussi dotée d'un système d'alerte automatique. Ce projet est doté d'intelligence artificielle. À l'intérieur, il y a un désodorisant écologique qui est fait à base des solutions 100% naturelles pour pallier aux problèmes d'odeur. En fait, ce problème, c'est souvent gênant pour les ébouilleurs et les gens qui jettent, qui viennent ramasser les déchets. Et en plus de cela, il y a une fan pour aérer l'intérieur de la poubelle. Ce premier prototype a pris 3 mois pour être mis sur la place publique, d'où un message de soutien lancé au président de la République pour plus de performances. On est parti de la folie à la poubelle intelligente et ça n'a pas été facile. Nous aimerions à ce que le président de la République de soutenir ces projets, que ces projets voient le jour parce que ces poubelles cadrent dans la liste de Kin Bopeto. Et s'inscrit également dans ces programmes-là. Et c'est une poubelle intelligente qui éduquera la population. C'est une poubelle vraiment qui sensibilisera. La poubelle intelligente, un outil pédagogique pour une éducation de masse face à la gestion des déchets dans la capitale Kinshasa. Alors nous avons le Gabon, nous avons le Congo, Brazzaville et nous avons la République démocratique du Congo qui ont été choisis comme étant des pays pilotes. C'est aussi une lourde responsabilité, se dire déjà qu'on a choisi ces 3 pays, donc nous n'avons pas droit à l'Europe parce que ce sont les expériences que nous allons récolter ici qui nous serviront d'exemple ailleurs et voir dans quelle mesure améliorer notre main. Exactement, c'est une bonne question parce que
Ces pays d'abord ont été choisis par les bailleurs lui-même qui financent ces projets, les fonds Bezos pour la terre. C'est eux qui ont, ce n'est pas la coalition RRI qui a décidé sur ces différents pays dans le bassin du Congo. Et il y a l'opportunité d'accroissement de ces financements. Donc, la mise en œuvre de ces projets ne peut pas échouer. Nous avons reçu 25 millions de dollars pour pouvoir mettre ces projets en marche dans le bassin du Congo, mais aussi dans les bassins de l'Amazonie. Mais comme vous savez, les grands bailleurs du monde entier ont pris l'engagement pendant la COP26 de pouvoir déverser 1,7 milliard de dollars d'ici 2030 pour des efforts de lutte contre le changement climatique. Ça veut dire que le potentiel de pouvoir recevoir beaucoup plus de fonds est énorme, mais cela va dépendre des performances que nous allons montrer sur le terrain. Donc nous, comme vous l'avez très bien dit, nous n'avons pas droit à l'erreur et ce n'est pas nous seulement qui travaillons, mais c'est tous les partenaires qui sont impliqués dans l'effort. Et nous avons pris la décision au niveau de la coalition RRI que 70% de ces fonds seront redistribués directement aux communautés à la base pour la mise en œuvre des efforts. Donc nous sensibilisons les communautés, les organisations congolaises, gabonaises et congolaises d'en face qui vont travailler dans le cadre de ces projets de pouvoir être responsables et de faire une mise en œuvre méticuleuse de ces actions pour des résultats qui vont faire en sorte que cette initiative puisse maintenant couvrir toute la région et aller au-delà de ça. Il est vrai que le projet a été lancé d'emblée comme ça. Vous avez déjà une idée sur les activités stratégiques qui sont prévues? Exactement. Nous sommes en pleine réunion de planification pour le moment, mais 4 activités claires ont déjà été identifiées pour la mise en œuvre. Il y a des actions de renforcement de capacité pour les organisations qui vont travailler dans la mise en œuvre. Nous allons aussi travailler énormément dans le plaidoyer pour faire passer de lois progressives qui reconnaissent le droit des communautés sur leur terre, mais aussi qui reconnaissent le droit des femmes. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas continuer à être considérées en arrière, mais des femmes sont des leaders et qui doivent prendre des places à l'avance. Donc nous allons faire des plaidoyers pour faire passer des lois qui reconnaissent le droit de communauté, qui reconnaissent le droit des femmes à posséder la terre et à participer au processus de prise de décision dans la gouvernance foncière. Quatrièmement, c'est question de faire des recherches. Beaucoup de décisions doivent être prises, mais pour qu'elles soient prises, les décideurs doivent être informés. Et l'information vient des recherches que nous faisons. Nous collectons beaucoup de données sur le terrain qui permettent ces analyses, qui informent les preneurs des décisions. Et la 4e activité vraiment phare que nous allons faire, c'est la sécurisation des terres elles-mêmes pour les bénéfices des communautés. Dans cette sécurisation, nous allons appuyer la conservation par les communautés et nous allons appuyer aussi les activités d'amélioration des conditions de vie, c'est-à-dire renforcement des moyens de subsistance communautaire. Alors, en quoi ce projet est-il différent des autres? Parce que vous appuyez la République démocratique du Congo depuis vos interventions sont signalées par exemple au niveau de la CEFLED. En quoi l'intervention sur le partenariat pour le peuple, la nature et le climat est-elle différente de celle que vous apportez par exemple au sein de la CEFLED? C'est une très bonne question. Je dirais qu'elle n'est pas vraiment très différente des autres. Elle apporte quelques innovations. D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, 70% des fonds de ces projets seront redistribués aux petites organisations à la base. Et c'est là, ça me fait rire parce que nous sommes décidés à pouvoir donner des gros moyens aux communautés, c'est-à-dire leur rendre sans pouvoir leur réclamer certaines capacités des grandes organisations par rapport à la gestion des fonds. C'est vrai, il y a besoin de renforcement des capacités pour l'organisation, pour la gestion des projets, nous allons les faire. Donc, les fonds vont aller directement aux communautés. Ça va générer beaucoup de leçons qui seront utilisées pour influencer les débats au niveau global sur la façon de repenser la structure de financement mondial sur les changements climatiques. Il y a des recherches qui prouvent aujourd'hui, par exemple, que de tous les fonds au niveau global qui sont lancés pour le développement, seulement 1% de ces fonds arrivent auprès des communautés sur le terrain. Et même moins de 1% est ciblé directement dans les efforts pour la sécurisation de droits fonciers des communautés. À travers ces projets, nous voulons générer des leçons qui permettront à repenser cette structure internationale des flux financiers pour les changements climatiques.
Nous apprenons à travers les échanges, apprenons aussi à travers Concept Vert. Concept Vert. Une mine est un gisement exploité de matériaux. Elle peut être à ciel ouvert ou souterraine. RDC, Gabon, Congo-Brazzaville, que les pays qui présentent plus de défis, si on ne parle que de ces trois d'abord? Dans ces trois pays, il y a beaucoup de défis, mais nous devons reconnaître que la République démocratique du Congo a fait beaucoup d'efforts. Nous avons une nouvelle politique foncière assez progressive qui reconnaît le droit des communautés aux terres traditionnelles, qui reconnaît le droit des femmes à posséder la terre et à participer à la gouvernance. Nous avons une stratégie de foresterie communautaire qui est en train d'être mise en œuvre. Le gouvernement de la RDC a pris une décision courageuse de pouvoir mettre au moins 5 millions d'hectares de forêts sous gestion communautaire d'ici 2020. Ça, c'est partir de la deuxième lettre d'intention signée avec CAFI. Mais nous avons aussi des lois très progressives, par exemple au Congo-Brazzaville. Ils ont depuis 2011 voté une loi fondamentale portant principe de protection des droits des communautés autochtones. Ils ont fini l'élaboration des mesures d'application et cela va passer dans la mise en œuvre. Il y a les processus de foresterie communautaire aussi là-bas. Au Gabon, je peux donner un exemple très frappant, c'est que le gouvernement gabonais vient de se lancer dans un processus d'élaboration d'un plan national d'affectation des terres. Et comme partie de ce plan, le gouvernement a pris la décision de pouvoir cartographier les terres au moins de 2600 villages. Tout le Gabon est composé d'environ un peu plus de 8000 villages. Et si nous, à travers ces projets, nous pouvons appuyer ces efforts, nous pensons qu'il y a possibilité de cartographier toutes ces terres et de pouvoir faire les plaidoyers plus tard pour appuyer le gouvernement, pour pousser le gouvernement gabonais à adopter une nouvelle loi foncière qui reconnaîtrait les droits des communautés et les droits des femmes à posséder et à gérer la terre. Je reviens en RDC. Avez-vous une idée sur la couverture géographique de ce projet? Le projet va couvrir tout le territoire national. Les organisations membres de la coalition RRI et membres du REPALEAC sont répartis au travers de tout le territoire national de la RDC. Et là où il y aura des opportunités, les financements suivront pour la mise en œuvre. Monsieur Patrick Ipalou, nous voulons vous dire merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. Est-ce que vous avez un aspect des choses sur lequel vous comptez insister? Je voudrais sincèrement vous remercier pour nous avoir sur votre plateau et je voudrais inviter nos collaborateurs, nos partenaires à RDC de pouvoir vraiment s'impliquer dans le travail. Nous comptons beaucoup sur l'appui du gouvernement. Je crois que vous avez remarqué que nous avons eu avec nous le secrétaire général qui est venu représenter personnellement la vice-première ministre en l'environnement. Nous comptons énormément sur l'appui du gouvernement parce que sans le gouvernement, il sera difficile de pouvoir atteindre les objectifs que ces projets s'est assignés. Nous espérons que le message est passé. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Mon idée pour la planète.